Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va parler du théâtre et de l'évolution du théâtre du XVIIe siècle à nos jours. Donc on va commencer par la tragédie et la comédie au XVIIe siècle et puis on va voir les différentes étapes de l'évolution du théâtre. Donc je vous fais cette vidéo dans laquelle vous allez voir des extraits de textes, des documents, et puis dans laquelle vous allez voir aussi des extraits de pièces de théâtre, de mise en scène. Je vous joins au Google Classroom un document sur lequel figurent les textes que je cite. Et puis à la fin, vous aurez un quiz à faire pour voir si vous avez bien compris en fait les notions et les différentes étapes dont je vais parler dans cette vidéo. Alors, on commence par le classicisme. Donc, le classicisme, vous connaissez, on en a parlé. Donc, il y a deux grands genres théâtraux qui sont la comédie et la tragédie. La comédie qui est inspirée du théâtre latin surtout, et avec un auteur en particulier comme Plaute, qui est un auteur qui va largement inspirer Molière. Et la tragédie qui est inspirée du théâtre de la tragédie grecque au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui est donc fondée à partir de mythes et que vont reprendre les auteurs classiques, en particulier Racine et Corneille, dans des grandes tragédies comme Phèdre par exemple de Racine au XVIIe siècle avec les règles du classicisme qui sont donc, comme nous en avons déjà parlé, les trois unités, les règles de bienséance et de vraisemblance que je vous présente dans le document ci-joint. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une littérature morale dans laquelle l'objectif est de plaire et instruire et dans laquelle on respecte donc les règles de la vraisemblance et celle de la bienséance qui consiste à ne pas choquer le public. En effet, la règle de bienséance consiste à ne pas montrer d'actes violents sur scène, donc ni meurtre, ni sang, ni gestes qui pourraient heurter le public. Et la règle de vraisemblance est une règle qui consiste à rendre une action vraie. Ça ne veut pas dire qu'elle soit réaliste, mais ça veut dire qu'en tout cas, on peut y croire qu'elle correspond aux mœurs et croyances de l'époque, et donc qui est vraisemblable quand on la voit représentée. Alors pour vous montrer que les pièces des classiques sont encore d'actualité, je vous propose de visionner le début d'une pièce de Molière qui s'appelle Tartuffe et qui est donc la première scène de l'acte 1 dans une mise en scène de Braunschweig qui est donc une mise en scène résolument contemporaine. Allons, pipote, allons, que d'eux je me délivre. Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Laissez, ma bru, laissez, ne venez pas plus loin. Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit, envers vous, on s'acquitte. Mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci, et que de me complaire ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifié. Dans toutes mes leçons, j'y suis contrarié. On n'y respecte rien, chacun y parle haut. Et c'est tout justement la cour du roi Péto. Si vous êtes, mamie, une fille suivante, un peu trop forte en gueule et fort impertinente, vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Mais vous êtes un sot, en 3 lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois, mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment. Je crois que... Mon Dieu, sa sœur, vous faites la discrète. Et vous n'y touchez pas, tant vous semblez doucette. Mais il n'est, comme on dit, pire que l'eau qui dort. Et vous menez sous chape un train que je hais fort. Mais ma mère... Ma bru, qu'il ne vous en déplaise. Votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux. Et leur défunte mère en usait beaucoup mieux. Vous êtes dépensière, et cet état me blesse que vous ayez vêtu ainsi qu'une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma bru, n'a pas besoin de tant d'ajustement. Mais madame, après tout... Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort, vous aime et vous révère, mais enfin, si j'étais de mon fils son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse vous prêchez des maximes de vivre qui par d'honnêtes gens ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc.
Mais c'est là mon humeur, et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir quereller par un fou comme vous. Quoi, je souffrirais, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce beau monsieur-là dit d'y consentir? S'il faut écouter et croire à ces maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes. Car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer, vous devrez tous induire. Non. Voyez-vous, ma mère, il n'est père, ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ces façons de faire, à tout coup je m'emporte. J'en prévois une suite, et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelque grand éclat. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise, de voir qu'un inconnu, séant, ça patronise, qu'un gueux, qui quand il va n'avait pas de souliers, et dont l'habit entier valait bien 6 deniers, en vienne jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout et de faire le maître. Eh, merci de ma vie. Il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Voyez la langue. À lui, non plus qu'à son Laurent, je ne me fierai moi que sur un bon garant. J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut être, mais comme homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrouce. Et l'intérêt du ciel et tout ce qui est pour. Alors, que se passe-t-il au XVIIIe siècle? Eh bien, au XVIIIe siècle, le théâtre continue avec de la comédie et de la tragédie. La tragédie avec un auteur que tout le monde connaît, mais qui n'est pas resté célèbre pour ses tragédies qui ont disparu aujourd'hui, ou en tout cas qui ne sont plus jouées. Il s'agit de Voltaire, qui fait des tragédies qui sont respectueuses en fait des règles du classicisme. Donc en ça, il n'y a pas tellement d'évolution. Ce qui évolue par contre, c'est plutôt la comédie et le drame. D'une part, Diderot nous parle du drame bourgeois, un drame qui se veut moral et qui veut éduquer et faire réfléchir. Et puis, nous avons des auteurs de comédie qui seraient plus des comédies de mœurs, des comédies sociales, ou alors des comédies psychologiques, avec un auteur comme Marivaux, qui utilise beaucoup le travestissement dans son théâtre, c'est-à-dire des personnages qui se déguisent pour jouer d'autres rôles et pour comprendre les difficultés souvent de l'amour et des relations sociales. Ça d'une part, d'autre part Figaro, le mariage de Figaro par l'auteur Beaumarchais, qui pour la première fois dans l'histoire du théâtre met en cause les classes sociales et en particulier le statut de valet et le statut de maître, hein, donc qui interroge comme ça les différents statuts qui sont installés dans la société depuis fort longtemps. Marivaux fait la même chose aussi dans une pièce qui s'appelle L'île des esclaves, dans laquelle il inverse les rôles, les esclaves deviennent maîtres et les maîtres deviennent esclaves, et ça permet d'interroger justement les rapports de domination. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce document, hein, les trois auteurs dont je viens de vous parler sont cités, Voltaire, Marivaux et Beaumarchais. Et la comédie de Marivaux, donc, qui utilise un langage subtil et raffiné pour parler d'amour, et c'est ce qu'on appelle le marivaudage, qui est un terme qui est resté de nos jours, qu'on emploie lorsque justement il s'agit de relations amoureuses compliquées dans lesquelles on cherche à découvrir et à percer l'autre. Et vous avez aussi donc le drame bourgeois qui est défini par Diderot. Alors, je vais vous laisser encore avec des extraits de deux pièces. Dans un premier temps, vous allez voir un extrait de L'île des esclaves de Marivaux, qui est dans une mise en scène résolument contemporaine d'un metteur en scène qui s'appelle Vincent Lincey. Et c'était pour vous montrer que donc, ces textes qui sont du XVIIIe siècle sont encore des textes d'actualité, et surtout des textes dans lesquels les auteurs proposent, les metteurs en scène proposent une vision très contemporaine, puisque ce que vous allez voir est tout à fait inattendu. C'est l'histoire de quelqu'un qui renonce à être sûr
de quelqu'un qui renonce à devenir un maître. Requin! Que deviendrons-nous dans cette île? Car nous sommes dans... des esclaves! Oh, qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce, révoltés contre leur maître, et qui depuis 100 ans sont venus s'établir dans une île. Et leur coutume, mon cher Arlequin, est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent. Mais on dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi. Ils m'appellent quelquefois Arlequin, quelquefois Le terme est sans façon. J'ai aussi des surnoms. J'en ai une liste. Sotte, ridicule, bête, brutarde, imbécile. Impertinente que vous êtes. Eh bien, changez de nom. Soyez le seigneur Iphicrate à votre tour. Et vous, Iphicrate, appelez-vous Arlequin ou bien Restez. Un peu de honte est bientôt passé. L'embarquement est divin. Madame verra du monde aujourd'hui. Prenez cette épée. Madame se lève. A-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendue belle? Faut bien jouir de notre état, en goûter le plaisir. Bon. Le deuxième extrait que je vous montre est un extrait du mariage de Figaro, monté par Christophe Rauque, qui est aussi dans une mise en scène très contemporaine. Alors il s'agit de la scène 1 de l'acte 1, c'est le tout début de la pièce, et je vous propose de vous attacher particulièrement après le lever du rideau, dans la deuxième partie de la scène, qui propose un choix dramaturgique extrêmement intéressant. 19 pieds sur 26. Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu mieux ainsi? Sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille et doux, le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. Mais que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore. Elle me déplaît. On dit une raison. Si je n'en veux pas dire, Oh, quand elles sont sûres de nous. prouver que j'ai raison serait accorder que je puisse avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste, en 2 pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien. Crac, en 3 sauts, me voilà rendu. Fort bien, mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste, en 2 pas, il est à ma porte. Et crac, en 3 sauts, Qu'entendez-vous par ces paroles? il faudrait m'écouter tranquillement. Et qu'est-ce qu'il y a? Bon Dieu! Il y a, mon ami, que là, de courtiser les beautés des environs, Monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château. Mais non pas chez sa femme, c'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auquel il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant leçon. Basile! Oh mon mignon! Si jamais volé de bois vert, appliqué sur une échine, a dûment redressé la moelle épinière à quelqu'un... Tu croyais, bon garçon, que
cette dot qu'on me donne était pour le mérite de tes beaux yeux. J'avais assez fait pour l'espérer. Que les gens d'esprit sont bêtes. On le dit. Mais c'est qu'on ne veut pas le croire. On a tort. Apprends qu'il la destine à obtenir de moi, secrètement, certains quarts d'heure, seul à seul, qu'un ancien droit du Seigneur, tu sais s'il était triste. Je le sais tellement que si monsieur le comte, en se mariant, n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne t'eusse épousé dans ces domaines. Eh bien, s'il l'a détruit, il s'en repent. Et c'est de ta fiancée qu'il veut le racheter, en secret, aujourd'hui. Ma tête s'amollit de surprise. Et mon front fertilisé. Ne le fera donc pas. Quel danger? S'il y venait un petit bouton des gens superstitieux. Tu ris, friponne. S'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège et d'empocher son or... De l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère. Ce n'est pas la honte qui me retient. La crainte. Ce n'est rien d'entreprendre une chose dangereuse, mais d'échapper au péril en amenant un bien. Car d'entrer chez quelqu'un la nuit, de lui souffler sa femme et d'y recevoir 100 coups de fouet pour la peine, il n'est rien plus aisé. 1000 sots coquins l'ont fait, mais... Voilà Madame éveillée. Elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler le matin de mes noces. Y a-t-il encore quelque chose là-dessous? Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu mon petit Fifi. Figaro, rêve à notre affaire. Pour m'ouvrir l'esprit, donne un petit baiser. À mon amant, aujourd'hui, je t'en souhaite. Et que dirait demain mon mari? Eh bien. C'est que tu n'as pas d'idée de mon amour. Quand cesserez-vous importun de m'en parler du matin au soir? Quand je pourrai te le prouver du soir jusqu'au matin. Voilà votre baiser, monsieur. Je n'ai plus rien à vous. Hé! Mais ce n'est pas ainsi que vous l'avez reçu. La charmante fille, toujours riante, verdissante, pleine de gaieté, d'esprit, d'amour et de délices, mais sage. Alors, la comédie Marivaux que vous venez de voir n'utilise pas tellement le marivaudage, puisque c'est plutôt une comédie sociale. Celle de Beaumarchais est donc dans les Lumières et vise à éclairer la société en la faisant réfléchir sur le mode comique, sur le statut des valets et des maîtres. Le 19e siècle est vraiment un siècle de rupture puisque le théâtre, les auteurs de théâtre, les dramaturges veulent vraiment rompre avec les règles du classicisme et ils veulent un théâtre neuf. Alors, ils veulent pouvoir écrire ce qu'ils veulent, aborder tous les sujets. Ils veulent une liberté d'expression aussi, pouvoir écrire de la manière dont ils veulent. Victor Hugo, chef de file des romantiques, veut rompre avec la structure si binaire de l'alexandrin. Donc il utilise l'alexandrin, mais il le décortique, il le saucissonne. On veut pouvoir mélanger les genres, on veut pouvoir par exemple que dans une même pièce, il puisse y avoir des passages extrêmement comiques et puis après des passages extrêmement tragiques. On veut pouvoir aussi mélanger les types de personnages. Victor Hugo nous parle donc du grotesque et du sublime, c'est-à-dire de passer du plus drôle au plus difficile de la condition humaine. C'est donc un auteur qui s'appelle Stendhal le Premier qui dit qu'on doit s'affranchir des règles théâtrales du classicisme. Hugo donc propose dans la préface de Cromwell, qu'on va voir après, ce qu'il pense qu'il faut faire par rapport au théâtre et les changements qui s'imposent dans ce qu'ils appellent le drame romantique. Enfin, la bataille d'Hernani. Hernani, c'est une pièce qui a été écrite par Victor Hugo et pendant sa représentation, il y a eu une fameuse bataille qui opposait donc les partisans du classicisme et les romantiques qui voulaient donc le renouveau du théâtre. Finalement, ce sont les romantiques qui ont gagné et le drame romantique a vaincu. C'est ce que nous dit Hugo dans la préface de Cromwell. Du jour où le christianisme a dit l'homme, tu es double, tu es composé de deux êtres, l'un périssable, l'autre immortel, l'un charnel, l'autre éthéré, l'un enchaîné par les appétits, les besoins et les passions, l'autre emporté sur les ailes de l'enthousiasme et de la rêverie, celui-ci enfin toujours courbé vers la terre, sa mère, celui-là sans cesse élevé vers le ciel, sa patrie. De ce jour, le drame a été créé.
Est-ce autre chose en effet que ce contraste de tous les jours, que cette lutte de tous les instants entre deux principes opposés qui sont toujours en présence dans la vie et qui se disputent l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe? La poésie née du christianisme, la poésie de notre temps est donc le drame. Le caractère du drame est le réel. Le réel résulte de la combinaison toute naturelle de deux types, le sublime et le grotesque, qui se croisent dans le drame comme ils se croisent dans la vie et dans la création. En effet, Hugo prétend que le sublime et le grotesque doivent pouvoir se côtoyer dans une même pièce de théâtre et qu'on doit aller dans les plus bas-fonds et comme on peut aller dans les parties les plus élevées de l'âme humaine, qu'on peut aussi aller dans ce qu'il y a de drôle et de grotesque chez l'homme, comme on peut aller dans ce qu'il y a de plus noble chez lui. Voilà ce que nous raconte Hugo dans ses pièces comme Hernani et Ruy Blas. Alors je joins dans le document avec les textes un document qui est un extrait de Ruy Blas dans lequel Hugo saucissonne, donc ce que je vous disais tout à l'heure, l'alexandrin. Il écrit donc la pièce en alexandrin, mais s'amuse avec celui-ci à l'entrecouper et à le disloquer pour justement jouer avec le rythme et changer le rythme binaire si cher au classique. Parallèlement donc au drame romantique, se crée la comédie de boulevard et le vaudeville en particulier, qui est donc une comédie qui au départ était une opérette en fait, donc une comédie légère mais qui était chantée, et qui va devenir une comédie sans chant ou avec peu de chant, et dans laquelle en fait c'est souvent des histoires de mœurs, des histoires familiales, de maris trompés, de portes claquées, de scènes de ménage, et donc dont les Français et en particulier les Parisiens qui vont sur les grands boulevards, d'où son nom, la comédie de boulevard, et va au théâtre, donc sur les grands boulevards, voir ce type de comédie. Alors là, on est vraiment dans un registre tout autre, hein. On est dans la légèreté, c'est un théâtre qui est basé sur des intrigues assez simples, mais dans laquelle il y a beaucoup de retournements, d'effets, de surprises, de coups de théâtre et de quiproquos, de malentendus qui font rire, et dans lesquels les acteurs font des numéros d'acteurs. Alors je vous laisse avec une mise en scène de Un fil à la patte, une pièce de Feydeau qui a été mise en scène par Jérôme Deschamps et dans laquelle justement on a un très bon numéro d'acteur. Montez. Enfin, voyez toujours si on peut me recevoir. Poussin, vous vous rappellerez? Oui, oui. Pour la chanson, moi je pique des épingles. Oui, oui, si monsieur veut entrer, il y a déjà madame qui attend. Ah, parfaitement, oui. Allons, bon, voilà qu'on sonne à la cuisine. Je ne pourrai jamais les annoncer. Oh non. Oh non, non, oh. Non, non, non. Ah. Ah. Oui, non. C'est le Figaro que Madame lit. Pardon? Non, je dis, c'est le Figaro que Madame lit. Oui, monsieur. Oui. Ah, j'en ai bien fait. Ah. Ah, j'en ai très bien fait. Il y a justement à la 4e page une nouvelle, enfin, je ne sais pas si vous l'avez lue. Non, monsieur, non. Non, pardon, si vous voulez me permettre, voilà. Au courrier des théâtres, assez intéressant.
Il y avait... Ah, oh, oh. Ah, voilà. Voilà. Tous les soirs à l'Alcazar, grand succès pour Mademoiselle Maya, dans sa chanson « Il m'a fait du pied, du pied, du pied, il m'a fait du pied de cochon truffé ». Voilà, madame, si vous voulez voir par vous-même. Pardon, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Que mademoiselle, je ne sais pas comment... Maya. Chante qu'on lui a fait du pied, du pied, du pied, du pied. Le cochon truffé. Comment? Oh, ça doit être quelque stupidité. Ouh, ça non. Ah ben non, c'est de moi. Hein? Pardon, monsieur. Mais je vous en prie. J'ignorais que vous fussiez littérateur. Littérateur par vocation, mais clerc de notaire par état. Ah. Eh bien... Je n'ai pas encore pu voir madame, on avait sonné à la cuisine pour ce bouquet. Matin, il est beau, hein? Vous en recevez beaucoup comme ça, hein? Nous en recevons beaucoup, oui, monsieur. C'est au moins Rothschild qui envoie ça. Je ne sais pas, monsieur, il n'y a pas de carte. C'est un bouquet anonyme. Anonyme, nous? Il y a des gens qui s'appellent pour faire ça? Si vous alliez annoncer, maître d'hôtel. C'est très juste, madame. Ah oui. Ah oui. Et vous souviendrez de mon nom? Oui, monsieur Bassin. Mais non, Bouzin! Bouzin, parfaitement. Attendez, je vais vous donner ma carte. C'est inutile. Bouzin, je me souviendrai. Pour la chanson, moi je pique des épingles. Parfaitement. Mais je vous assure qu'avec ma carte, je... Oui. Aïe! Il va écorcher mon nom, hein, c'est évident. Le beau bouquet tout de même, hein. Bah après tout, puisque c'est anonyme, autant que ça profite à quelqu'un. On arrive donc au XXe siècle. Donc au XXe siècle, on retiendra une évolution foisonnante du théâtre. Alors il y a un mouvement qui est important au XXe siècle, qui est celui du théâtre de l'absurde, bien que les auteurs des fois ne sont pas ne se sentent pas représentatifs, ou en tout cas n'ont pas pris ce nom pour le théâtre qu'ils écrivaient, mais des auteurs comme Beckett ou Ionesco sont les principaux représentants de ce mouvement. Alors le théâtre de l'absurde, il naît après 2 guerres mondiales et un profond désespoir sur le regard qu'on peut porter sur le monde. En tout cas, beaucoup de questionnements sur l'homme, sa capacité à communiquer, son langage et sa condition humaine en général. C'est pour ça que le théâtre de l'absurde en général joue avec le langage et montre l'incommunicabilité des êtres qui sont les personnages qui le composent. Je vous laisse regarder un extrait de Oh les beaux jours, qui est une pièce de Samuel Beckett, avec pour rôle principal l'actrice Catherine Fro dans le rôle de Winnie. Anna, la, la. Oh, le beau jour encore que ça aura été. Oh, encore, Willy, encore. Ah, bis, Willy. Je t'en supplie. Sur la scène de la coursive, Catherine Fro joue Winnie, femme à demi enterrée, puis enterrée jusqu'au cou, et qui parle alors que le temps passe. Oh les beaux jours, pièce de Samuel Beckett, fut créée en France par Madeleine Renaud. Jeune comédienne, Catherine Fro a vu ce spectacle. Ce fut pour elle comme une révélation. Ne le pouvez pas. Je n'en suis pas revenue. J'avais l'impression de voir le théâtre avec un grand T.
Vous voyez, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais 19 ans quand je l'ai vu. Donc j'ai trouvé ça mais génial comme idée. En plus, c'était Madeleine Renaud qui ressemblait à un petit oiseau dans son trou. Je sais pas, c'était d'un gracieux. C'était mais fantastique. Ah oui, de grande bonté, de grande bonté. Ah! Évidemment, c'est une espèce de métaphore sur la condition humaine, hein, notre tendance à disparaître, de toute façon, parce qu'on va tous disparaître un jour. Et puis en même temps, c'est pas du tout un texte sinistre, parce qu'en même temps, Winnie, cette femme, est dans une expression absolument magnifique du vivant. Hein. C'est vraiment un appel à ne pas se laisser détruire. Mon cou me fait mal. Ah, mon cou me fait mal. Pour tenir un tel rôle, il faut un tempérament hors norme et une présence. Catherine Fro se sentait prête. Je me sens quand même maintenant la maturité de pouvoir avoir des choses un peu difficiles à faire, quoi, un peu grandes, et en même temps si vivantes, en même temps si simples, que voilà, que je me dis pourquoi pas moi, quoi. Alors voilà, on arrive donc à la fin du XXe siècle et puis début XXIe, de nos jours. Hein. Alors le théâtre est foisonnant, il y a toute forme de théâtre, tout style de théâtre. La comédie est toujours là, la comédie de boulevard existe toujours. On a des comédies beaucoup plus acides aussi, on a des comédies beaucoup plus cyniques, des comédies noires, on a des one-man shows. On a aussi des écritures extrêmement libres. On a aussi beaucoup de reprises, des reprises de mythes. Alors au XXe siècle, déjà, certains auteurs ont repris des tragédies qu'ils ont réécrits à leur manière. Vous connaissez peut-être Antigone de l'auteur Anouilh, qui reprend dans une écriture beaucoup plus moderne le mythe d'Antigone. Et puis il y a des auteurs au XXIe siècle, comme par exemple Wajdi Mouawad, qui écrit des pièces comme Incendie par exemple, qui sont de grandes tragédies modernes, hein, puisqu'ils reprennent en général les thèmes de la condition humaine et de la souffrance de l'homme, mais dans des versions beaucoup plus libres, hein, du point de vue de la structure, de la forme, de l'écriture, que ce qu'était la tragédie aussi bien dans l'Antiquité qu'au XVIIe siècle. On a aussi des auteurs comme Bernard-Marie Coltès avec Roberto Zucco qui écrivent d'une façon extrêmement littéraire et en même temps très quotidienne, qui reprend par exemple avec Roberto Zucco un fait divers et dans lequel donc un serial killer est amené à s'exprimer, à jouer sur scène, bien sûr sous la forme d'un personnage, hein, qui reprend aussi à certains égards des éléments de la tragédie antique. Voilà, donc je vous laisse avec un extrait d'une réécriture d'un conte qui s'appelle Cendrillon. C'est une mise en scène et une écriture aussi, puisque la pièce a été écrite par le metteur en scène Joël Pomera, qui vous montre donc à quel point le théâtre a évolué et une réappropriation d'histoires qu'on connaît bien dans des versions qui sont originales. Une dernière chose, il faut savoir que la mise en scène est une notion qui vient seulement à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Auparavant, il n'y avait pas de mise en scène et donc tout le XXe siècle et le XXIe siècle vont être l'occasion de développer des métiers qui n'existaient pas avant, celui de metteur en scène qui donc prend en charge toute la direction artistique de la pièce et celui de scénographe. Donc il y a vraiment une recherche très approfondie sur les éléments de décor. Et puis il y a aussi tout un jeu et une recherche sur les lumières. Donc ça nous montre que le théâtre est un art vivant qui se renouvelle sans cesse et que chaque metteur en scène propose, même sur des textes très anciens, sa propre lecture, sa propre version, sa propre interprétation de la pièce qui donc ne laisse pas de rendre le théâtre un art extrêmement riche et vivant. Dans l'histoire que je vais raconter, les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques sur la vie d'une très jeune fille. Les mots sont très utiles, mais ils peuvent être aussi très dangereux, surtout si on les comprend de travers. C'est pas si simple de parler et pas si simple d'écouter. Voilà, ça c'est notre chez nous, et ce chez nous, j'espère, va bientôt devenir
votre chez vous, à vous aussi. On va tout faire pour ça en tout cas, je te promets. Hein? T'es d'accord, Sandra? T'as une grosse montre, toi, dis donc. Oui. C'est pour surveiller le temps qui passe et surtout pas oublier de penser à ma mère pendant trop longtemps de suite. Elle fait sonnerie en plus. Ah bon? C'est quoi cette histoire? Ma mère m'a demandé de jamais arrêter de penser à elle. Sinon, si j'arrêtais de penser à elle plus de 5 minutes, ça la ferait mourir pour de vrai. On s'était demandé avant que tu arrives si, en attendant la fin des travaux, tu voudrais pas aller dormir ce soir avec tes sœurs dans une de leurs chambres. Non, mais ça va pas. Mais en y réfléchissant mieux, après on s'est dit que tu préférais sans doute avoir ton indépendance. Et ça dès le premier soir. Bah oui, c'est mieux. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais partie, le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Ces courriers annonçaient que la famille avait été tirée au sort parmi de centaines de milliers d'autres. Elle était invitée à participer à une soirée chez les rois, en l'honneur du prince. Alors, t'es qui? Je suis qui? T'es qui? Dépêche-toi. Elle l'a fait. La fait de qui? Bah quoi, la fait de qui? La fait de toi? T'as fait quoi? M'a fait quoi? J'ai une fée, moi. Eh ben oui, ça arrive. Et c'est comme ça, une fée. Eh oh, dis donc, tu me connais pas encore. Répète après moi. C'est la réalité, ce qui nous arrive, c'est pas un rêve. Hey! C'est la réalité qui nous arrive, c'est pas un rêve. Voilà, crétine! Pour un soir, on va côtoyer des rois et des princes et tous les personnages importants de ce pays. On va devenir l'égal de ces personnes pour un soir. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince.